Un an après l'annonce de leur retrait, c'est désormais officiel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne font plus partie de la CEDEAO. L'instance sous-régionale a publié un communiqué ce 29 janvier. Décryptage dans ce journal. Les CSCOM en difficulté, une campagne de sensibilisation lancée par la commune 4 à Bamako et dans plusieurs localités du Mali. Ces centres de santé communautaires jouent un rôle dans l'accès aux soins, mais leur gestion par les communautés pose problème, entraînant de nombreuses défaillances. Tension autour de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Alors que l'opposition exige une révision en profondeur, la commission électorale indépendante annonce plutôt une simple correction. Un bras de fer politique s'engage alors que le pays se prépare à de nouvelles échéances électorales. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Un an exactement après leur annonce, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO est désormais acté et l'instance sous-régionale a publié un communiqué ce 29 janvier. Voyons avec Djeneba Samaki. C'est une page qui se tourne pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La commission de la CEDEAO a confirmé ce 29 janvier 2025 le départ des 3 pays de la Confédération des États du Sahel de l'organisation ouest-africaine. Dans son communiqué officiel, la CEDEAO adopte une approche conciliante, soulignant sa volonté de maintenir le dialogue avec les 3 États de l'AES. L'organisation précise que dans un esprit de solidarité régionale et dans l'intérêt des populations, certaines dispositions resteront en vigueur jusqu'à la définition des modalités complètes des relations futures. Ce divorce, selon des analystes, est un coup dur à la CEDEAO et au-delà, un coup dur à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Il faut quand même rappeler que ce départ intervient aussi précisément au début de l'année des 50 ans de la CEDEAO. Des célébrations sont prévues en mai 2025 pour commémorer les 50 ans de cette organisation régionale. Et il est très clair que le retrait simultané de 3 pays, qui est une première dans l'histoire de l'organisation, est une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la région. Aujourd'hui, ce qui est très regrettable, ce n'est pas simplement le départ des 3 pays du Sahel, c'est les conditions de ce départ. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup d'acrimonie et il y a des tensions entre les pays voisins, ce qu'on n'a pas connu dans la région depuis longtemps, précisément à cause de l'existence d'une organisation comme la CEDEAO. Pour l'heure, la CEDEAO maintient une position d'ouverture en conservant notamment la validité des documents d'identité portant son logo et en préservant certains acquis du schéma de libéralisation des échanges. Cette approche témoigne d'une volonté de minimiser l'impact de cette séparation sur les populations, tout en laissant la porte ouverte à de futures évolutions dans les relations avec les 3 États de l'AES. Enfin, dans un premier signal d'apaisement, l'organisation promet de continuer à soutenir sans faille ses propres fonctionnaires originaires des 3 pays, le temps qu'une solution durable soit trouvée. Reste à savoir jusqu'à quand ce statu quo tiendra. L'armée malienne a déclaré avoir tué le chef terroriste Abou Aziman dans la région de Tombouctou avec plusieurs de ses acolytes en détruisant plusieurs plots logistiques et récupéré divers équipements militaires. Abou Aziman était longtemps recherché pour ses multiples exactions contre les populations civiles et des attaques contre les femmes dans le secteur. Cette neutralisation s'inscrit dans une série d'opérations menées par l'armée malienne pour sécuriser la région de Tombouctou où les groupes armés continuent de sévir malgré une intensification des actions militaires. Parlons santé, existant dans presque tous les quartiers de Bamako ainsi que plusieurs localités à l'intérieur du pays. Les centres de santé communautaires en abrégé CSCOM sont des structures sanitaires de premier niveau. Leur gestion est confiée aux communautés, mais la plupart ignorent le sens de cette responsabilité, d'où la faillite de la mission de ces CSCOM. En commune 4, une vaste campagne de sensibilisation a été initiée par les autorités locales. Soumaïla Fani. Dans le passé au quartier, la population s'est soignée au niveau des dispensaires. Mais à la faveur de la politique sectorielle de santé préconisée par le gouvernement, les centres de santé communautaires dénommés CSCOM ont vu le jour. Le CSCOM a été créé par les populations elles-mêmes. C'est un regroupement de populations autour d'une infrastructure sanitaire
qui est gérée par une association issue même de cette même population. Les principales missions assignées au CESCOM, c'est d'assurer les activités de consultation curative, les activités de consultation prénatale, les activités d'accouchement, les activités de vaccination et la fourniture en médicaments essentiels. Gérée par les associations de santé communautaires ASACO, composées d'habitants du quartier, la plupart ignorent leur rôle et responsabilités dans cette gestion. Ainsi, les autorités locales de la commune 4 de Bamako ont initié une vaste campagne de sensibilisation. Vous n'êtes pas sans savoir que ces structures-là demeurent désormais un lieu de réticence, de tracasserie entre plusieurs acteurs. Et donc nous, pour apaiser le climat social dans ces espaces, nous avons quand même pensé à travers nos services techniques de la mairie en charge de la question de santé et de travailler sur l'organisation de ces ateliers-là en vue d'informer, de sensibiliser et d'orienter tous ceux qui interviennent dans la gestion de ces CESCOM-là. Tout le monde doit connaître son rôle. Si le chef des médecins savent qu'il est là pour nous, et nous, la population lambda, savent que le médecin aussi est là pour nous, donc forcément il n'y aura pas une discorde. Ayant pour objectif de doter les communautés d'infrastructures appropriées, ces institutions sanitaires de premier niveau ont failli aujourd'hui à leur mission. Ni bana be mɔgɔ kan ni sera i yɛrɛ ɲɛ mana da docteur kan ni blouson b'a kana dɔ bɛ b'i ka bana na mais kunbɛko ɲuman a bɛ dɔ bɔ mɔgɔ ka bana la mais ni kunbɛli ma kɛ cogoya dɔ la vraiment a bɛ mɔgɔw fari faga ani ladogo ɲuman ni tɔbɔtɔko ɲuman ni kuma duman o de y'a kɛ mɔgɔ caman bɛ taa kɔfɛ ka CESCOM ninnu to o de b'an ka mɔgɔw jɛ kosɛbɛ. Tout CESCOM qui a un très bon accueil, la population va adhérer. C'est ce qu'on est en train de dire à nos traitants. Il faut accueillir le malade. On ne vient pas à l'hôpital parce que ça te plaît, on vient passer pour se soigner. Donc l'accueil est primordial dans nos centres de santé. Cette campagne des acteurs communautaires dans la gestion des CESCOM démarrée le 27 janvier va durer jusqu'au 6 février et concerne tous les 8 quartiers de la commune 4 du district de Bamako. La 6e édition des Financial Afrique Awards a officiellement été lancée ce mardi 28 janvier à Abidjan par Nialé Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement de Côte d'Ivoire. Après Dakar, Nouakchott et Lomé, les Financial Afrique Awards retournent cette année à Abidjan où se sont tenues les 2 premières éditions en 2018 et en 2019. Paul Yapinguesson. Cette édition, organisée par le Journal Financial Afrique en partenariat avec la Banque mondiale pour le développement économique en Afrique, BADEA, vise à favoriser justement les échanges commerciaux et à encourager l'investissement entre l'Afrique et le monde arabe. 6 institutionnels et leaders des 2 régions se réunissent pour débattre du thème « Le monde arabe et l'Afrique, investissement et commerce ». La relation entre les 2 mondes est une relation historique, géographique, humaine. Mais aujourd'hui, nous devons en faire aussi une relation d'affaires. Alors, comment peut-on renforcer le partenariat dans le domaine des affaires? Jusqu'à présent, on a de très bonnes relations dans l'aide publique au développement, mais nous devons réellement booster les échanges commerciaux et booster les investissements directs arabes en Afrique. Cette rencontre se tient sous le thème des investissements et du commerce entre ces 2 parties pour un monde meilleur et révèle une importance capitale pour l'avenir du continent africain. Je pense que la question du partenariat avec l'ensemble des fonds arabes va au-delà de la simple question du financement. Au-delà. Il y a aussi une coopération technologique. Nous avons des qualités, nous avons des atouts naturels très forts, qui font que l'Afrique aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'Afrique est aujourd'hui à un positionnement stratégique. Dans la chaîne de valeur mondiale, à un positionnement stratégique unique. Alors oui, il y a la question il y a ce sujet de la jeunesse de notre population, mais c'est un atout incroyable, unique. C'est une opportunité unique pour l'Afrique, enfin de pouvoir sortir la tête de l'eau. L'Afrique représente un véritable vivier d'innovation. En effet, les startups africaines ont levé 6,5 milliards de dollars en 2022
démontrant la vitalité entrepreneuriale du continent. Pour maximiser ce potentiel que nous venons d'exposer, plusieurs secteurs clés pourraient être ciblés. Au niveau de l'agriculture, les fonds du Golfe pourraient transformer les terres arables africaines en moteur de croissance économique. Les discussions ont mis l'accent sur la création de passerelles entre les marchés ainsi que la mobilisation des capitaux pour stimuler la croissance économique dans les deux régions. Notons que les relations économiques entre le monde arabe et l'Afrique se sont considérablement renforcées ces dernières années, atteignant environ 100 milliards de dollars par an pour le commerce. Après plusieurs mois de tension, les discussions reprennent entre la société minière canadienne Barrick Gold et les autorités maliennes. L'entreprise avait suspendu ses activités sur le site de Loulo-Goungoto après la saisie de 3 tonnes d'or par l'État malien. Bamako exige désormais le respect du nouveau code minier et le paiement de 199 millions de dollars, soit près de 125 milliards de francs CFA. L'objectif de ces discussions est de résoudre un différend croissant lié à l'allégation de non-paiement de taxes par la société minière canadienne. Cette situation a atteint un point critique, exacerbé par la récente saisie de tonnes d'or par les autorités maliennes. Nous retournons en Côte d'Ivoire où l'opposition fait pression pour la nouvelle révision de la liste électorale. La Commission électorale indépendante, organe habilité, annonce plutôt une correction simple de cette liste. Aminata Keita. Alors que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire sont prévues pour octobre 2025, l'opposition fait pression. Celle-ci exige une autre révision de la liste électorale en 2025 conformément à la loi, alors qu'actuellement la Commission électorale indépendante s'attelle à traiter les données recueillies lors du récent enrôlement des électeurs opéré en novembre 2024. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuber, a indiqué qu'après le traitement des données, la commission procédera à l'affichage de la liste électorale provisoire en vue du contentieux et de l'arrêt de la liste définitive. Je n'ai pas dit qu'on ne fait pas la révision. J'ai dit, pour nous, ce n'est pas un agenda que j'ai particulièrement, c'est la loi. C'est la loi qui dit que la liste électorale provisoire doit être prête 3 mois avant le scrutin. Après le caractère provisoire, il y a le contentieux. Après le contentieux, il y a l'insertion des décisions qui sont issues du contentieux. À quel moment nous on aura notre liste définitive? Si on décide de prendre d'autres personnes. Mais exceptionnellement, nous avons dit, nous allons prendre toutes les personnes qui n'ont pas 18 ans, mais qui l'auront avant la publication de la liste provisoire en 2025. Et tout choix a un côté positif comme un côté négatif. Mais c'est la loi qui distingue ça, c'est pas moi. Mais parce que même quand on va faire la révision avant les élections là, mais ceux qui sont nés en novembre, qui auront 18 ans en novembre, tu les mets où? En effet, selon les données de la Commission, lors de la récente révision de la liste électorale, elle a enregistré 943 157 nouveaux inscrits, représentant 11,9% du corps électoral. Je préfère que vous me reprochiez de ne pas inscrire des éventuels Ivoiriens sur la liste électorale que de ne pas organiser les élections. Parce que si la Commission prend toutes sortes d'opérations et elle ne tient pas les délais, comment on fait? Vous allez jeter l'anathème, le discrédit sur le peu de crédit qu'on a. Donc s'il vous plaît, vraiment, on n'a pas dit qu'on ne fera pas la révision de la liste électorale. Mais on verra. Mais l'agenda dont je parle, ce n'est pas l'agenda, mais c'est l'agenda qui découle de la loi. Pour le président de la Commission électorale indépendante, l'institution dispose de l'expérience, des moyens techniques, légaux, ainsi que des ressources humaines nécessaires pour organiser une élection transparente, équitable, crédible et par conséquent apaisée. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.